Bien sûr, 77 des professionnels considèrent que le manque de documentation est, est un frein majeur. Nous, on a voulu vous partager notre expérience, donc sur les pièges et les erreurs à éviter. On a essayé de trouver une solution par rapport à tous ces pièges. Alors le sujet de notre, webinar, sur les spécifications fonctionnelles, surtout les pièges à éviter, comment les déjouer. On aura aussi une présentation, de notre outil, chez Axecode qui s'appelle RegBuilder, qui nous permet de gérer, nos spécifications, fonctionnelles. Donc comme vous l'avez peut-être fait dans le chat, je vais aussi me présenter. Donc je m'appelle Anthony Zanetti, donc je serai votre intervenant pendant ce webinaire. Donc je suis directeur technique et cofondateur de la société Axiocode, qui est basée, à Metz avec une trentaine de salariés. Donc voilà, donc moi-même j'ai une expérience dans le développement, web et mobile. Et donc voilà, chez Axiocode, on a l'habitude de gérer des projets de développement, plutôt complexes, d'où cette exigence, de spécifications, fonctionnelles assez avancées. Alors pourquoi ce webinaire en quelques mots? Nous on a fait le constat que, on a fait une étude, il y a quelques mois, sur les spécifications fonctionnelles. Donc on a interrogé, différents profils de chefs de projet, développeurs, directeurs techniques, enfin voilà, tous ceux qui gravitent autour d'un projet de développement et voilà, donc il y a beaucoup de projets, rencontrent des difficultés donc qui sont liées à la documentation qui est obsolète. Alors quand je parle de documentation, c'est à la fois les documents de conception, qu'ils soient fonctionnels, ou techniques. 75 de ces professionnels donc indiquent utiliser des outils bureautiques pour réaliser, les spécifications fonctionnelles et on va voir qu'il y a certains problèmes qui peuvent être liés à ces outils. Heu et bien sûr, 77 des professionnels considèrent que le manque de documentation est un frein majeur à la qualité de leur projet. Donc à la fois, on rencontre des problèmes, les documentations sont obsolètes, mais on est conscient quand même que, c'est un frein, pour la qualité. Donc c'est pour ça que nous, on a voulu vous partager notre expérience, donc sur les pièges et les erreurs à éviter, parler aussi de solutions, hein, sur ces pièges, et ces erreurs et donc comme je le disais, on a créé notre outil qui s'appelle RegBuilder que je présenterai à la fin de ce webinaire. Une petite démonstration, qui permet de résoudre certains de ces problèmes et qui change un petit peu notre façon de travailler. Alors, au programme, donc les problèmes, les pièges et nos conseils, la démonstration de l'outil et puis bien sûr, on aura un temps, pour quelques questions qu'on pourra prendre, donc questions que vous pourrez poser, à travers le chat, mais n'hésitez pas déjà à, à les mettre dans le chat. On va essayer de dérouler, 9 problèmes pièges, à éviter ou qu'on a identifiés, avec quelques conseils. Donc on va démarrer sur le premier problème qui est le manque de clarté ou d'ambiguïté dans les spécifications, fonctionnelles. Alors souvent, on va avoir, des termes qui sont, ou un langage qui est vague, des termes ambigus, dans les spécifications fonctionnelles et c'est souvent une source, de malentendus et d'erreurs qui peuvent quelquefois coûter assez cher. Et ces imprécisions peuvent mener donc à des interprétations, divergentes entre les différentes parties prenantes comme les développeurs, les designers, les testeurs, les clients aussi et ça peut, voilà, retarder aussi certaines détections de problèmes, voilà et qui perm et nécessite après de retoucher le logiciel, de le modifier. Donc voilà, donc des conséquences, d'interprétation, divergentes, de retard sur la détection d'erreurs, des retouches onéreuses, je viens de dire. Par exemple, si je vous donne un exemple de spécification, on parle de, voilà, on veut gérer de façon, avoir une gestion optimale, par exemple, des clients premium, c'est une exigence qu'on pourrait avoir. Bah, là, ça peut être interprété de différentes manières entre les différentes personnes.
Voilà, on va pas tous, comprendre, la même chose. Alors est-ce que, ça veut dire qu'il faut un accès rapide, une expérience fluide? Est-ce que ça veut dire que, voilà, c'est des c'est au niveau, du traitement du client, que ce ch voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, comprises différemment, lorsqu'on on a des phrases qui manquent de clarté. Donc pour, régler, ce problème, surtout les bonnes pratiques, liées à ce problème-là, donc on va essayer de bannir ces formulations qui sont floues, privilégier un vocabulaire qui est fonctionnel, qui est précis, avec des critères qui peuvent être, mesurables. Si on veut dire, voilà, que l'expérience, doit être fluide, ben, essayer de parler peut-être, d'un temps de chargement, inférieur à une certaine durée, voilà, donc on va essayer d'être le plus précis, avoir des critères, pour lever des, ambiguïtés et puis on va bien entendu, définir, les termes métiers, dans un glossaire qui sera partagé avec, toutes les parties prenantes. Et pour que tout le monde ait la même définition des mêmes, d'un mot. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'on verra aussi dans la démonstration de RegBuilder. Un second problème qu'on peut rencontrer, c'est justement des spécifications, trop générales, ou incomplètes, qui mènent aussi à des problèmes. Pareil, on va avoir des interprétations qui vont diverger. Hem Des fonctionnalités qui probablement seront mal implémentées, ou alors justement des interfaces trop rudimentaires et des tests, limités, parce qu'on n'aura pas l'ensemble, du périmètre, et donc ben, on va pas pouvoir, par exemple les testeurs, tester, l'ensemble des problématiques liées et puis, bah, la conséquence, hein, mais c'est l'insatisfaction pardon des clients pour lesquels on aurait, fait le développement. Donc là, les bonnes pratiques, ben, c'est, voilà, détailler bien entendu, les exigences, précisément. On va essayer de trouver, des cas, limites et des conditions d'utilisation, autour de nos exigences et on va essayer bien sûr, de faire valider les spécifications avec les parties prenantes, qui sont concernées, avant de faire le développement. Un troisième problème que, on peut rencontrer, c'est des spécifications qui sont, trop techniques. Lorsque le langage utilisé pour décrire les fonctionnalités est orienté plutôt vers une implémentation, du, logiciel, heu, plutôt que vers les besoins métiers ou les cas d'usage des utilisateurs. Donc ça devient, un petit peu illisible pour les métiers, hein. Quand on parle des métiers, on va parler plutôt des personnes qui sont pas dans la technique, voilà, parce que ça sera trop focalisé sur le comment on va réaliser les choses plutôt que le quoi, pourquoi on réalise certaines choses. Hem, on va avoir une validation qui va être superficielle parce que, ben, l'être humain est fait comme ça lorsqu'il, ne comprend pas les choses trop techniques en l'occurrence, bah, il va pas dire qu'il comprend pas, il va quand même valider sans forcément comprendre. Hem, souvent on va omettre, enfin on va avoir une mauvaise compréhension des besoins parce qu'on ne regarde que cet angle, technique et puis, bah, ça va, conduire à un produit qui ne sera pas conforme, aux attentes. Donc là, l'idée, c'est plutôt en bonne pratique de décrire des besoins en termes d'expérience utilisateur et de valeur métier apportée donc à ces utilisateurs. Donc vraiment définir, pourquoi on a besoin de telle ou telle chose, et de quoi on a vraiment besoin, plutôt que dire comment on va réaliser certaines choses. Donc pour ça, on peut organiser des ateliers de recueil fonctionnel, alors centrés sur les scénarios d'usage avec les différentes parties prenantes, les utilisateurs surtout. Un autre problème, c'est le manque d'implication des parties prenantes. Je viens d'en parler justement, à l'instant. Encore faut-il, voilà, que ces personnes qui sont clés, participent, heu,
justement à cette définition, des besoins, voilà et que ça reflète bien, leur réalité de métier. Donc il faut les intégrer, dans cette réflexion. Les conséquences, si on les intègre pas, bah, on peut, décider de réaliser des fonctionnalités qui sont soit inutiles ou inadaptées, ce qui va avoir par conséquent, une faible adhésion, aux produits réalisés, par ces parties prenantes. Hem Voilà, on peut avoir une solution technique qui est correcte, mais qui a été, mal ciblée. Donc pour éviter ça, bien entendu, on va essayer d'identifier toutes les parties prenantes dès le début du projet, et essayer de voir avec elles pour planifier des revues régulières, des spécifications, heu, qu'on est qu'on est en train d'écrire, de rédiger. Pareil, le processus de décision, le suivi, il faut essayer de le formaliser, pour que, ces parties prenantes puissent faire partie de la validation et il y a aussi un problème à régler sur la communication, avec ces parties prenantes pour que ce soit le plus fluide possible, et qu'ils puissent, comment dire? Être, rapidement au courant des fonctionnalités qui vont être, produites. Donc vraiment les intégrer dès le début du projet, c'est pas toujours facile, c'est pas non plus toujours facile d'arriver à identifier les bonnes personnes. Donc ça demande un petit peu d'expérience aussi, lorsque on a en charge de rédiger des spécifications, fonctionnelles et que ça vient pas du métier, directement. Alors un problème qu'on rencontre aussi, c'est, ben, les spécifications, on a pu les écrire correctement à un instant et bah, dans le temps, elles sont pas maintenues ou elles sont pas assez, évolutives. Donc ça reste figé dans un document qui devient obsolète. Donc les conséquences de ça, ben, on va avoir un décalage entre, la documentation, qu'elle soit fonctionnelle ou technique et le produit, réel, ce qui peut, apporter, de grandes confusions, ou un manque d'informations quand, par exemple, un membre va rejoindre une équipe, produit, et lorsqu'il va, par exemple, lire, les spécifications, la documentation fonctionnelle, bah, va pas trouver exactement la même chose que ce qui est réalisé, pas avec forcément les mêmes règles, métiers et donc ça va pas l'aider et puis, ben, forcément, on va avoir tendance, au fur et à mesure du temps, bah, à partir du moment où les choses ne sont pas maintenues, on va avoir une perte de confiance de la documentation et finalement, on pourrait jusqu'à aller jusque dire que, bah, finalement la documentation ne sert à rien parce qu'elle est jamais mise à jour, alors que, c'est tout le contraire qu'il faudrait, avoir. Donc les bonnes pratiques, autour de ce problème, c'est voilà, essayer de faire en sorte que les spécifications deviennent un document vivant, et mettre en place un processus de mise à jour, continu, que ça devienne, un endroit, comment dire? Ou une étape, dans la production de nouvelles fonctionnalités, une étape, clé et bien jalonnée, j'allais dire obligatoire, mais ça va sans le dire, pour que, ben, voilà, cette documentation soit mise à jour et puis, essayer, aussi d'avoir un mécanisme pour tracer ces modifications, avec les nouvelles versions, et les historiques, qu'on peut maintenir, pour que, voilà, on ait l'impression que c'est un document effectivement qui soit vivant, qui a évolué dans le temps et qu'on puisse suivre en fait ces évolutions, qu'on puisse, voilà, surtout quand il y a une personne comme je disais, qui intègre une équipe, puisse voir un petit peu, quelle était la vie en fait du produit à travers, les différentes versions et les historiques qu'on peut avoir dans le document. Un problème récurrent, la confusion entre, spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. Donc voilà, ça peut mélanger un petit peu les 2, ça peut un peu brouiller, si vous voulez, les priorités et les objectifs. Hem Les conséquences, voilà, on peut avoir une confusion, au niveau du développement, des risques de sous-performance, du produit ou de non-conformité.
Je rappelle, hein, les spécifications, fonctionnelles décrivent ce que le système doit faire, ses fonctionnalités, ses comportements, tandis que les spécifications non fonctionnelles décrivent comment le système doit fonctionner. Alors on va souvent parler, de problématiques autour des performances, de sécurité, de maintenabilité, de convivialité, d'ergonomie et cetera. Donc tout ça, c'est dans le registre des spécifications, non fonctionnelles. Hem, voilà et donc on peut avoir des fois une confusion entre les 2, mélanger les 2 dans un document de spécification, fonctionnelle. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas documenter, les 2, c'est-à-dire que les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles doivent faire partie, pas forcément du même document, mais peuvent faire partie de quand même, doivent être documentés, hein, les 2 doivent être documentés. Attention, on ne dit pas que, qu'ils ne doivent pas être documentés. Donc on verra que dans Reg Builder, voilà, il y a cette notion de spec fonctionnel et non fonctionnel. En tout cas, voilà, c'est important quand même de les documenter, pas les confondre, mais les documenter. Il faut aussi les prioriser, comme des exigences fonctionnelles. Faut les prioriser parce que voilà, il peut y avoir des problèmes de RGPD, de sécurité, et cetera et donc c'est des choses quand même qu'il faut prendre en compte dans le produit. Et bien entendu, il peut avoir aussi un impact de ces spécifications non fonctionnelles dans la phase de conception, technique, du produit, hein. Donc si on impose une certaine performance, à un produit, ben, il y a certainement peut-être au niveau de la conception technique, hein, qui est pas l'objet de ce webinaire, mais en tout cas au niveau de la conception technique, des choses à prendre en compte. Voilà. Mais l'idée ici, c'est surtout d'éviter le problème de confusion entre les 2. Une autre, problématique courante, l'omission des règles métiers, et des contraintes, c'est-à-dire elles n'ont pas être documentées, et donc ça peut conduire forcément à des graves erreurs, lors de l'implémentation du logiciel. Hem, donc sur les règles métiers, on va parler bien entendu, des règles qui définissent la logique spécifique de l'entreprise, hein, selon le métier du client ou du service pour lequel on est en train de concevoir, le produit, donc toutes les logiques, autour de ce métier. Les processus aussi et les décisions, qui sont à prendre en fonction de certaines conditions, voilà, des workflows de travail et cetera. Donc ça, c'est pour la partie, règles métiers et puis les contraintes, qu'il ne faut pas ignorer, c'est tout ce qui peut être, imposé, par des facteurs externes, par exemple, la législation, le budget, bon, la technologie, ou des politiques internes, à l'entreprise, qui sont donc des contraintes à prendre en compte dans les spécifications, fonctionnelles. Donc les conséquences de ce problème-là, ça va être souvent voilà des incohérences dans le fonctionnement, à l'intérieur de ces processus, et qui vont être divergents par rapport à la réalité, et potentiellement par rapport aux contraintes, des risques juridiques ou réglementaires de ne pas avoir, intégré, certaines contraintes dans le produit. Donc bien sûr, la bonne pratique, ça va être d'identifier ces règles métiers, dès les premiers ateliers avec les parties prenantes, avec les utilisateurs, avec les personnes qui savent, voilà et essayer, hem, tant bien que mal, parce que quelquefois les choses ne sont pas dites tout de suite ou voilà, donc bien insister en fait sur les règles, métiers, quelle que soit la source, de l'information. Parce que ça peut être des choses qui vont être dites par des utilisateurs, mais ça peut être aussi des documents existants, des fichiers, des tableurs et cetera. On va retrouver des règles de gestion, des règles métiers à l'intérieur de certains entrants que vous allez avoir pour rédiger vos spécifications, fonctionnelles. Et puis toujours, voilà, sur les contraintes, quelquefois on a même besoin d'un service juridique, au démarrage des spécifications pour vérifier ces contraintes, ce qu'on peut faire, légalement ou pas, notamment lorsque, bah, on va toucher aussi,
à la vie privée, si le produit, manipule des données personnelles, des données de santé et cetera. Donc là, il va avoir des contraintes, réglementaires assez fortes. Alors l'avant-dernier problème, le manque de priorisation, souvent rencontré dans les spécifications, fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on va traiter en fait toutes les exigences fonctionnelles, au même niveau, d'accord? Sans forcément, dire, bah, voilà, quelle est-ce que cette fonctionnalité, cette exigence-là, elle est plus importante qu'une autre? Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas importante, mais en tout cas, en termes de priorité, elle est peut-être moins parce qu'elle apporte moins de valeur, qu'une autre. Donc quand ça apporte moins de valeur, des fois, on peut même se dire: «OK, est-ce qu'il faut la faire ou pas? Est-ce qu'il faut l'intégrer dans les spécifications fonctionnelles, si elle n'apporte pas de valeur à l'utilisateur?» Donc la conséquence ou les conséquences de ce manque de priorisation, on va voir, ben, le périmètre qui peut dériver, parce qu'on se focalise sur des choses qui ne sont pas utiles, ou essentielles, et donc quelquefois on n'arrive plus à maîtriser aussi le temps, au niveau de l'implémentation, parce qu'on va implémenter des choses qui ne sont pas utiles, et donc voilà, des retards et des dépassements, de budget, et puis, bah, le mécontentement aussi des utilisateurs, des parties prenantes, parce que, ben, ça ne correspond pas, ou ce qui est livré ne correspond pas en fait aux choses prioritaires et auxquelles ils avaient besoin, quoi, en fait. Donc dans les bonnes pratiques, c'est, voilà, selon la valeur métier de la fonctionnalité, de l'exigence, voilà, essayer d'avoir une priorité sur celles qui ont le plus de valeur. La complexité et les dépendances aussi entre les fonctionnalités ou la difficulté, d'implémentation, peut aussi des fois être des critères pour dire si quelque chose est plus prioritaire qu'une autre. Alors, sans dire que, bah, parce que c'est plus complexe, on va la faire en premier ou on la fait en dernier. Ça, c'est à vous de jauger, à ce niveau-là. Mais, voilà, la valeur métier, la complexité, les dépendances peuvent être des critères, pour prioriser en fait, les exigences fonctionnelles entre elles. Toujours co-construire aussi, cette priorisation avec les parties prenantes, dès le départ, hem et essayer de revoir aussi cette priorisation qui peut aussi, ben, évoluer, soit pendant l'écriture des spécifications fonctionnelles, soit durant des itérations où on a déjà commencé à déployer, heu, en agilité par exemple des sprints du produit, et ben, voilà, les priorités peuvent changer, au cours du temps, donc il est bon ton de les revoir régulièrement. Enfin, le dernier problème que je vais évoquer, c'est, bah, une documentation, fonctionnelle, voilà, qui peut être, trop longue, trop long et difficile à lire, avec des documents qui sont, denses, mal structurés, et ça peut freiner un peu l'adhésion des différentes parties prenantes, et son utilisation, effective. Donc par conséquent, voilà, quand on a un document qui est trop long, ben, voilà, c'est naturel de perdre le fil, de perdre son attention, quand on a des documents qui font, 200, 300, 400 pages. Voilà, difficile et surtout si, ben, voilà, c'est difficile de naviguer dans le document. Difficile aussi de détecter quelquefois même souvent d'ailleurs, des erreurs dans des gros documents. Et puis les changements peuvent être aussi, compliqués quand il faut, voilà, changer un terme, renommer quelque chose, même si on peut faire des recherches et remplacer, c'est dans un document Word, bah, c'est pas très efficace, en tout cas. Voilà, tout ça va décourager les lecteurs, et peut-être même, faire des validations, superficielles, on va dire, d'un document, parce qu'ils ont juste eu, des difficultés à le lire, à se l'approprier, et comme d'habitude, ils vont pas forcément le dire, et donc voilà, des validations qui sont, pas forcément, bien faites à cause d'un document, difficile à lire. Donc voilà, donc on va essayer, d'illustrer quand c'est possible, avec des tableaux, des schémas. C'est pas parce qu'on a des schémas qu'on n'a pas besoin de texte, mais voilà, les 2 vont apporter, chacun quelque chose de plus important quand, les 2 sont là en termes de compréhension, de lecture. Donc des schémas, des cas d'usage, être clair et concis, hein. Je l'ai déjà un petit peu dit, au début, mais voilà,
toujours bien sûr en étant pas ambigu, hein, mais voilà et en mettant le bon niveau de détail, être clair et concis, des phrases courtes, bien structurées, hem, qui permettent, pas d'écrire de la littérature en fait dans des spécifications, fonctionnelles. Faciliter la navigation, pour avoir des liens entre, les différentes choses, les différents éléments de votre spécification fonctionnelle pour pouvoir facilement, heu, aller d'un élément, à un autre, sans devoir le chercher dans du texte. Et puis, voilà, pouvoir adapter aussi si possible le niveau de détail selon le public, avoir peut-être une version un peu condensée qui va montrer certaines choses et une version un peu plus complète avec, des dépendances, d'autres éléments, de traçabilité par exemple pour un public un peu plus averti. Voilà, donc là je viens d'un peu de balayer un petit peu, 9 pièges, erreurs assez communes, en tout cas que nous on a rencontrés, dans la rédaction de spécifications fonctionnelles. Et puis comme je le disais, voilà, nous chez Axiocode, voilà, on a essayé de trouver une solution par rapport à tous ces pièges, parce qu'on fait des spécifications fonctionnelles très régulièrement ou alors pendant les phases de développement des logiciels qu'on peut produire, on va essayer, c'est pas qu'on va essayer, c'est que, les développeurs sont amenés à consulter ces spécifications très régulièrement ou pour pouvoir aussi, préparer leur conception, technique. Donc il nous fallait quelque chose de très précis, pas rébarbatif et cetera et donc on a, construit ce produit qui s'appelle RegBuilder, voilà, pour gagner en productivité dans toutes les étapes de spécification, fonctionnelle, détaillée à ce stade, qui vont, amener, par la suite aux travaux de développement et de maintenance, pour maintenir bien entendu, il faut une documentation aussi, qui soit aussi maintenue, à jour. On en a parlé dans les erreurs qui sont faites sur les documentations pas maintenues et obsolètes. Donc voilà, le but aussi, c'est de pouvoir maintenir cette documentation, au fur et à mesure du temps. Heu, Avec RickBuilder, on va se placer, heu, après, l'expression de besoin, hein. Souvent, l'expression de besoin peut être réalisée par un business analyst, par, le client, le métier et cetera et va venir en fait ce qu'on appelle nous la phase de spécification, fonctionnelle détaillée. C'est à ce stade en fait que RegBuilder va intervenir. C'est-à-dire il ne va pas aller, trop en amont sur l'expression, de besoin, même si, on peut commencer l'expression de besoin à partir de RegBuilder, mais c'est pas, voilà, il est plutôt orienté sur la partie détaillée des spécifications fonctionnelles, qui vont amener tout de suite, au développement. Donc nos besoins en fait, métiers, nos propres besoins métiers, à l'origine de RegBuilder, c'était surtout de pouvoir centraliser, les spécifications à un endroit, voilà, toujours le même, pas à des documents de différents formats, différents endroits. Essayer de centraliser ça dans un outil, pour pouvoir aussi les mettre à jour, facilement. On va pouvoir structurer des spécifications, voilà, en faisant des choix, bien entendu. On fait toujours des choix quand on construit un produit, et un logiciel. Donc on a fait des choix de structuration, pour pouvoir essayer de matérialiser, au mieux les relations qu'on peut avoir entre, différents, concepts fonctionnels, éviter la redondance d'informations aussi. Et puis, ça reste un outil aussi, un produit, web, hein, donc qui peut être, accessible depuis un navigateur web et donc ça facilite aussi, la partie collaborative. C'est un outil collaboratif, où, plusieurs utilisateurs peuvent avoir accès, commenter et cetera. Et on a aussi un versionning et un historique, des changements. Ça, on le verra pendant la petite démonstration. Donc voilà, ça permet d'aider donc à la réalisation de specs fonctionnels détaillés, heu, pour des projets de développement de logiciels web et mobile, hein, bien sûr sur cette activité-là de spécification, fonctionnelle parce que, si vous, construisez, un avion, vous avez aussi des spécifications, fonctionnelles, des exigences à réaliser. C'est pas avec RegBuilder que vous allez, les réaliser, hein, là on est très orienté sur des spécifications fonctionnelles pour développer des logiciels. Hem Et puis bien sûr,
la mise à jour efficace, de la documentation de ces projets. RegBuilder peut être aussi utilisé lorsque on a envie de faire de la rétro-documentation. C'est-à-dire on a déjà un produit existant, heu, qui a pu, être développé avec des spécifications fonctionnelles d'une certaine manière. OK, ça c'est il y a pas un souci et puis, ben, voilà, ou alors on n'a plus cette documentation fonctionnelle ou elle est plus à jour, on décide de d'avoir un process beaucoup plus, comment dire? Efficace sur, sa documentation fonctionnelle. Donc on peut rétro-documenter avec RegBuilder, en fait, un logiciel existant pour pouvoir après, bien sûr, utiliser RegBuilder pour faire les évolutions de ce produit. Donc comme je le disais, on se place en phase finale d'analyse, c'est-à-dire on a fait l'expression il y a eu une expression de besoin, il y a eu des premières analyses, des premiers choix qui ont été faits. Et on va passer dans la phase finale d'analyse pour réaliser donc les specs fonctionnels détaillés, et comme je le disais, voilà, pas de phase préliminaire d'exploration ou de brainstorming qui est une pratique en amont, on va dire, heu et on est prêt au moment où on rentre dans RegBuilder, on a une bonne compréhension des besoins. On a déjà évacué un certain nombre de problématiques avec les parties, prenantes. On a récolté un bon nombre d'informations et on peut commencer en fait la rédaction, heu et la traduction de ces besoins, dans RegBuilder. Donc le produit RegBuilder, lui, s'adresse, aux analystes, business analysts, analystes qui, possèdent déjà des bonnes connaissances, en analyse, fonctionnelle. On va utiliser UML pour certaines parties, de RegBuilder. Je vous montrerai pendant la démonstration. Donc voilà, donc plutôt être familier avec ces concepts, je dirais manuels. On va parler de cas d'utilisation, de classe, voilà, de séquences. Donc là, vous ne serez pas trop perdu, si vous connaissez déjà un petit peu, UML et voilà et donc ça s'adresse donc à des personnes qui peuvent travailler, seules, hein, si c'est juste un business analyst, peut utiliser, voilà, RegBuilder ou si vous travaillez sur plusieurs, projets parce qu'on peut gérer plusieurs projets dans RegBuilder. Donc là, je vais vous faire une démonstration, donc je vais, heu, partager cette fois-ci, voilà, un écran. Donc là, ici, je me suis connecté, sur RegBuilder. Et donc je vais vous un petit peu vous expliquer les principes, fondamentaux de RegBuilder. Alors alors on a un concept, dans RegBuilder qui s'appelle le système d'information. Le système d'information, c'est un regroupement, d'applications, on va dire de même nature. C'est-à-dire que, si on devait, avoir un système d'information, par exemple, commercial dans une entreprise, on va peut-être regrouper certains logiciels, de type, gestion commerciale, facturation, peut-être un logiciel aussi de CRM, peut-être aussi un logiciel, d'enquête de satisfaction client et cetera. Parce qu'on est un petit peu dans le même périmètre, dans le même et on va manipuler les mêmes informations. On peut avoir, voilà, différents systèmes d'information au sein de la même organisation, et on va regrouper dans ce système d'information, en fait, des applications. Ici, dans ma démonstration, j'ai une solution pour traiter des litiges, clients. Voilà, ça va être un petit peu mon fil rouge de la petite démonstration. Donc un système de gestion de litiges avec clients et j'ai dans ce système d'information, un back office, dédié à certains utilisateurs pour gérer les litiges et une application, mobile, pour, les clients, pour, comment dire? Signaler ou, démarrer en fait un litige à partir une application mobile. Voilà, donc ça c'est 2 applications qui sont, définies, dans le système d'information. Le système d'information et toutes ces applications du système, partagent un certain nombre d'éléments qui vont être, communs. Par exemple, on va définir des acteurs. Donc là, vous retrouvez un petit peu du ML, hein. On utilise,
un diagramme, pour définir les acteurs, un diagramme UML. Donc on va avoir la définition en fait des acteurs du système d'information qui vont être communs en fait à toutes, nos applications. On va aussi avoir un modèle de données commun au système d'information. Je reviendrai un petit peu après pour vous montrer en fait, à quoi ça sert, mais on va définir effectivement donc un modèle de données. On reste sur du modèle sur de la conception fonctionnelle. Donc ici, on va utiliser bien entendu un diagramme de classe pour définir notre modélisation, de données, mais on a un niveau assez élevé. On n'est pas en train de définir une base de données, hein, technique. On est vraiment, encore une fois, hein, pas confondre, pas ajouter de choses techniques dans des spécifications fonctionnelles. On l'a dit un petit peu dans les pièges à éviter. On est vraiment à un niveau fonctionnel, et on va s'appuyer sur cette modélisation-là pour pouvoir, à un moment donné, très concrètement, quand on met dans quelque chose de détaillé, de pouvoir dire: «Ben voilà, je vais avoir une liste, par exemple de litiges et cette liste de litiges, elle va être composée de telle information et c'est ces informations-là, ces concepts-là qu'on va manipuler dans ce modèle de données avec bien entendu les relations, entre ces modèles. Voilà. J'aime bien parler à ce stade de concept, plutôt que de classe, en tout cas, avec certains parties prenantes qui peuvent un peu mieux comprendre le terme de concept. Très important, la partie glossaire, je l'ai dit, hein, pour éviter, certaines ambiguïtés, définir en fait les termes métiers importants, au niveau du système d'information pour que toutes les applications qui sont partagées, enfin qui sont dans le système d'information utilisent le même langage et surtout qu'on ait la même définition, d'un glossaire. Mais on va pouvoir aussi, définir, certains synonymes aussi par rapport à ce glossaire et vous verrez un petit peu l'intérêt, de définir ces termes-là aussi dans la rédaction pour pouvoir, comment dire? Lorsqu'on rédige en fait un texte dans une description par exemple, pouvoir faire facilement appel aux termes du glossaire. Hem, je vous montrerai ça un peu plus tard et puis donc on a les fonctionnalités de toutes les applications. Ici, voilà, de toutes les applications, on a les fonctionnalités ici dans ma démonstration, j'ai quelques fonctionnalités où on va pouvoir, définir en fait les fonctionnalités des applications, du système. Je vais revenir de façon plus détaillée. Je vais prendre par exemple, mon application, back office, litige. Vous voyez donc là je suis sur cette application-là et on va retrouver, bah, les fonctionnalités de mon application. Et quand je vais rentrer dans une fonctionnalité, voilà, on a les cas d'utilisation liés, qui ont été définis, pour, cette fonctionnalité. Par exemple, voilà, suivre les litiges clients, ajouter un litige, mettre en attente un litige, voilà, différents, cas d'utilisation. Comme je disais, on est sur des specs détaillés, donc on va à ce niveau-là, de cas d'utilisation en tout cas. Heu on va pouvoir définir, des pages, qui vont, nous servir à regrouper ou, à indiquer, que contiennent ces pages d'un point de vue, fonctionnel. Vont contenir des formulaires et des listes, qui vont provenir en fait, de la modélisation. On va avoir d'autres, exigences fonctionnelles. Ici, dans notre cas, on a 3 exigences fonctionnelles qui sont plutôt liées à des emails qu'on va définir, dans le système parce qu'ils vont être utilisés, dans les différents cas d'utilisation. Donc ici, on a un regroupement en fait de toutes les exigences, d'une fonctionnalité. Les cas d'utilisation, les différentes pages, les formulaires, les tableaux et les exigences, fonctionnelles. Donc là, si je prends une autre fonctionnalité, bon là, il n'y a pas eu de choses, dédiées ici, voilà. Mais sur la partie, fonctionnalité, c'est un regroupement, on va dire, différents, éléments. On va avoir nos exigences fonctionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, différentes exigences, fonctionnelles, des exigences, non fonctionnelles. On va reparler ici de temps de chargement justement du système, de temps de réponse. On va pouvoir définir ça.
Donc tout type d'exigences non fonctionnelles, que ce soit de performance, de sécurité, et cetera, règlement, enfin des contraintes, voilà, qui ne sont pas des choses forcément liées, heu, à la partie, fonctionnelle. Retrouver toutes les pages qui ont été définies, les différents cas d'utilisation de toute mon application, les différents formulaires et les différents, tableaux. Je reviendrai un petit peu dans le détail, de tout ça, dans quelques instants. Le temps de vous de vous montrer un petit peu, la fin de cette présentation un petit peu générale de l'interface. La possibilité de rechercher, aussi, donc ça aussi c'est un point essentiel dans les spécifications fonctionnelles, pouvoir rechercher une information très rapidement, sans se perdre dans un document. Donc ici, si je tape commence à taper le mot litige, voilà, on me propose en fait déjà différents, éléments, pages, modèle de données et cetera qui contient le mot litige, et on va pouvoir facilement, cliquer et voir les différents éléments. Heu, voilà, je ne vais pas revenir précisément dessus, mais c'est pour vous montrer que voilà, à partir de la recherche, on va pouvoir, rapidement naviguer pour voir si c'est ça effectivement que je recherchais. À tout moment, on conserve cette recherche, et puis, si c'est pas satisfaisant, de cette manière-là, on a une recherche avancée qui nous permet, voilà, d'avoir, donc là, je reprends mon exemple sur litige, soit de pouvoir filtrer précisément sur quel élément je veux rechercher. Voilà, et donc ici est présenté les différentes, résultats de recherche par, type d'exigence, voilà, et simplement avec un petit panneau aussi pour, prévisualiser, chaque élément. Là, si je vais sur la fonctionnalité, voilà, on a à chaque fois un petit panneau en fait qui s'ouvre pour res qui est contextuel à chaque fois, on peut, facilement le fermer. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit peu le tour. On a un système bien sûr de commentaires, donc ici c'est l'ensemble des commentaires, au niveau du système d'information. Là, on est au niveau du système d'information, heu et on va voir que, on a des commentaires qui sont aussi liés, à chaque élément. À chaque élément individuellement, on peut avoir un fil de discussion pour chaque élément. Alors c'est ce que je vais vous montrer là. Je vais prendre par exemple ma liste de cas d'utilisation, heu et je vais prendre le cas mettre en attente un litige. Voilà, donc ici j'ai un panneau latéral, hein, que je peux bien sûr fermer à tout moment pour revisualiser un autre cas d'utilisation. Voilà, je vais prendre mon cas. Et on a un aperçu en fait de ce cas d'utilisation avec, certaines informations, comme l'acteur, la fonctionnalité liée au cas d'utilisation, les préconditions, post-conditions, comment ce cas est déclenché. Et vous voyez qu'il y a des éléments qui sont, en surbrillance. En fait, ces éléments-là sont des éléments qui sont cliquables et qui nous permettent en fait de naviguer en fait à l'intérieur de la spécification sans forcément, perdre, enfin changer de page et cetera, et pouvoir surtout revenir en fait, d'où je viens. Si par exemple je clique ici, page de mise en attente par exemple, c'est la description de ma page mise en attente qui contient donc un formulaire de mise en attente assez simple. Il y a un seul élément dans mon formulaire qui est relié ici, voilà, à un attribut de mon modèle de données. Donc toujours essayer de faire les liens entre toutes les choses pour créer un système de dépendance et pouvoir faire après des études d'impact, et j'ai toujours ce système de navigation qui me permet de revenir d'où je viens. Voilà, je reprends ici mon cas d'utilisation. Vous voyez que les éléments sont cliquables. Ici, c'est les termes de glossaire que je définis sont automatiquement aussi, mis en surbrillance, et si je clique dessus, voilà, j'ai la définition de mon terme dans le glossaire. Tous les éléments sont cliquables, voilà, donc en gris ici, vous avez les termes de glossaire, en rouge, c'est toutes les exigences, fonctionnelles, en bleu les acteurs, le système en orange, et cetera, et cetera. Alors, ça me permet aussi, tous ces liens entre les choses, d'avoir mon système de dépendance. Ici, on voit que, par exemple, j'ai, 5 modèles de données, 2 pages, un formulaire et 2 exigences fonctionnelles. Donc en tout, j'ai 10 exigences différentes qui sont liées à ce cas d'utilisation-là. Si je vais maintenant ouvrir le détail de ce cas d'utilisation,
Donc là, je suis dans la vue détaillée, hein, j'ai plus mon système de navigation, je suis dans la vue détaillée. Comme je vous le disais, on a un système de commentaires, de discussion en fait qui est rattaché en fait, heu, au cas du à ce cas d'utilisation, précis. Donc ici, si j'ouvre une discussion, heu, on peut, voilà, on peut dire: «J'ai besoin de plus de détails». Tous les tous les membres du projet vont avoir ce commentaire-là, peuvent répondre, heu, peut répondre aux commentaires et on a notre fil de discussion en fait ici. Donc on a après toutes les discussions qui sont ouvertes, sur ce cas d'utilisation et à chaque fois, ici on voit que c'est passé à 1 et à chaque fois que je vais ouvrir le détail de ce cas d'utilisation-là, je vais pouvoir avoir en fait, la liste des discussions ouvertes, par défaut, pour voir en fait, s'il y a encore des généralement, on va mettre, des questions, des points à traiter, des choses qu'on veut faire passer en termes de modifications et cetera et donc on va avoir, ces discussions qui sont toujours visibles en tout cas et ici on voit que aussi dans la partie, voilà, ce que je viens de rajouter ici, c'est mis automatiquement en fait dans la vue générale de tous les commentaires. Bon, le but c'est d'avoir 0 commentaire une fois que vous avez terminé vos spécifications, qu'il n'y ait plus rien d'ouvert. Donc je vais retourner dans mon cas d'utilisation, précédent. Donc j'étais sur, mettre en attente un litige et j'étais dans, pardon, le détail, voilà. Donc vous voyez ça le panneau discussion s'ouvre automatiquement à partir du moment où il y a des discussions qui ne sont pas encore, résolues. Bien sûr, je peux clore la discussion, la supprimer et cetera. La su hop, la supprimer, voilà. OK. Depuis la vue détaillée, je vois aussi donc ces fameuses dépendances. Ici, on voit que mon cas d'utilisation, mettre en attente un litige, dépend d'un certain nombre même de beaucoup d'éléments. Voilà, le modèle de données client, le modèle de données litige et cetera. Heu, on mentionne forcément le formulaire dans une des étapes du scénario nominal, donc je vais avoir mon formulaire qui est forcément en dépendance sur mon cas d'utilisation là. Et inversement, si je prends par exemple ici, le formulaire en lui-même et que je vais dans le détail, je vais voir en fait que au niveau des dépendances, mon formulaire de mise en attente, il fournit en fait il fournit à l'exigence, page de mise en attente et au cas d'utilisation ici, mettre en attente un litige, il fournit son service, à ces 2 exigences et lui-même, ce formulaire de mise en attente, dépend du modèle mis en attente. Voilà, donc on construit en fait un système de dépendance, qui nous permet après de pouvoir, faire des études d'impact. Je peux bien sûr rajouter manuellement moi-même, n'importe quelle, dépendance. Ici, ces dépendances-là ont été ajoutées, je vais retourner sur le cas d'utilisation. Ces dépendances ont été, automatiquement ajoutées au fur et à mesure en fait où j'écris mes spécifications. On va détecter en fait, les mentions qui sont faites et on va créer automatiquement en fait le système de dépendance. Là, je vais vous montrer justement l'édition de ce cas. Voilà, donc on a un système, par exemple ici, je vais définir mon scénario, nominal. Donc je vais pouvoir rajouter par exemple ici, une étape et lorsque je vais commencer à écrire, vous voyez en fait qu'ici on a la partie, glossaire. Donc là ici je vais mentionner un terme du, glossaire, mais si, j'utilise dièse, je vais pouvoir mentionner n'importe quelle exigence. Voilà et je vais mentionner l'exigence. Je vais enregistrer ici. En enregistrant, des nouvelles dépendances se sont créées parce que j'ai ajouté et j'ai mentionné en fait, ces termes. Voilà, c'est comme ça que le système d'exigence, et des dépendances, entre les exigences se met à jour. Voilà, je peux déplacer facilement, mes étapes de scénario et cetera. Voilà, je vais juste annuler ce que j'ai fait et je vais pouvoir aussi créer des scénarios d'exception alternatifs en partant d'une étape, d'un scénario existant. Je vais pouvoir ici cliquer et puis je vais créer un nouveau scénario alternatif et faire un nouveau branchement en fait sur mes scénarios. Voilà, donc toutes les zones en fait, ici si je modifie par exemple, la description, toutes ces zones-là, réagissent si vous voulez au moment où vous entrez du texte au terme. Si je vais ici par exemple, référent doit pouvoir mettre
en attente, un litige, vous voyez, on a le terme du glossaire ici qui apparaît automatiquement. L'avantage de tout ça, c'est que si je modifie, dans mon glossaire, je renomme litige en autre chose parce que finalement ça a changé. Tous les endroits en fait où j'ai mentionné en fait le terme, litige, automatiquement sera remplacé en fait par le nouveau terme. Ce qui permet en fait d'être beaucoup plus efficace que lorsqu'on est un document, type Word où voilà, il faut bien faire attention et cetera, de bien rechercher, remplacer et cetera. Donc ça va mettre à jour en fait à la fois les dépendances et bah, le texte en lui-même, heu, le texte en lui-même. Voilà. Juste un petit mot sur, les formulaires, pareil, alors peut-être pas celui-là, je vais aller sur quelque chose de plus significatif. Les formulaires, ici, par exemple, ici, j'ai un gros formulaire, on voit que j'ai 17 champs sur ce formulaire qui est utilisé par, 2 cas d'utilisation et il est inclus dans une seule page. Donc j'ai cette information-là. Si je clique sur le formulaire, je vais l'éditer, voilà, voilà mon formulaire, ce qu'il contient. Je vais aller sur la vue détaillée. Voilà. Alors les dépendances, on voit que ce formulaire-là est dépendant d'un certain nombre d'éléments, et il est utilisé par un certain nombre de pages et de cas d'utilisation. Ce système de dépendance, quand, il est hyper important lorsque, par exemple, vous vous dites, voilà, je vais, par exemple, devoir, je sais pas moi, supprimer un élément d'un modèle de données. Quel est l'impact de la suppression de cet élément dans toutes mes exigences? Bah, on va pouvoir vous dire: «Attention, il est utilisé dans tel formulaire, dans telle liste, donc par conséquent, vous ne pouvez pas le supprimer si vous n'avez pas supprimé les éléments qui sont dépendants hem, de ce modèle de données, enfin de cet attribut de modèle de données, ce qui est un peu plus difficile à faire dans un document classique. Si je supprime du texte, juste parce que je dis je supprime un attribut d'un modèle de données et que je supprime juste le texte qui le mentionne, bah, tout le reste où, j'ai, mis cette dépendance-là, tous les formulaires que j'ai pu définir avec cet attribut que je viens supprimer, ben, il disparaît pas automatiquement, bien entendu. Alors qu'ici, on a cet impact qui est mesuré et qui vous avez une alerte et ben, voilà, vous devez, faire, tout ce qu'il faut pour que, ben, voilà, toutes les dépendances soient soient OK. Voilà, lorsque je vais modifier, par exemple, ici, ce formulaire, vous voyez qu'on a un système pour à la fois gérer, heu, tous les champs du formulaire. On va donner le nom du champ. On va toujours l'associer, si vous voulez, à, un attribut de modèle de données, c'est la source. Voilà, on va définir ces champs pour réordonner en fait les différents éléments dans les champs, mettre des contraintes, sur nos différents ch ici on peut ajouter, plusieurs contraintes à un même champ, définir la source de données et cetera qui fait partie, enfin qui est rattachée au modèle, donc de façon assez précis. Où vous allez pouvoir définir en fait, vos différents, champs de formulaire. À ce stade, on reste vraiment très fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un formulaire avec tels éléments, c'est ce qu'on cherche à définir, pas plus, non plus, d'accord? De la même manière que si je, prends par exemple, des listes, hein, qu'on appelle tableau ou liste, hein, c'est similaire chez nous. Ici, par exemple, j'ai la liste, donc je suis dans le back office, hein, j'ai la liste des litiges, dans mon back office. Voilà, j'ai un certain nombre de colonnes, définissant ma liste qui sont aussi, rattachées en fait à des attributs du modèle de données. De la même manière, hein, c'est sûr pour pouvoir, étudier l'impact lorsque je vais faire une modification dans la modélisation. À ce stade, on ne dit pas, comment la liste va être représentée, vraiment, on ne parle pas d'ergonomie. On dit juste, voilà, les éléments que je vais trouver dans une liste. Si cette liste-là, elle est défi elle va être imaginée par les designers, heu comment dire? Une liste sous forme de tableau ou une liste sous forme de petites cartes, de petites cards, voilà, bah, ça va être à l'appréciation du designer de faire la meilleure ergonomie, bien sûr. Par contre, l'analyste qui a réalisé les spécifications fonctionnelles va pouvoir vérifier par rapport à la maquette que les éléments, qui ont été définis dans les spécifications fonctionnelles sont bien présents dans
dans la maquette. C'est ça qui est important pour lui, quoi, en fait. Donc à ce stade, les tableaux, les listes, les formulaires, les pages, ne sont que fonctionnels et définissent en fait les différents éléments qu'on veut y retrouver. Si je reprends par exemple, ici une page, on voit ici dans une page de détail d'un litige, eh bien on a, le contenu de la page, c'est différents détails de mon modèle avec les attributs que je veux voir en fait, dans cette page de détail d'un litige. On voit ici que j'ai ma liste, des mises en attente qui est le tableau, voilà, ce que je peux ouvrir, hein, si j'ai envie de voir le détail. Voilà, on a la liste des pièces jointes et on a différentes actions dans ma page. Chaque action étant en fait, vont déclencher donc un cas d'utilisation. Donc je peux définir des actions, et c'est ces actions-là qui vont définir les déclencheurs de mes différents cas d'utilisation pour avoir une sorte de workflow en fait entre les pages. Voilà. Mais j'ai défini fonctionnellement ma page, ce qu'elle contient, les différents éléments qu'elle contient, différentes actions qui ont déclenché d'autres cas et avec ça, le designer est capable de dire: «OK, je dois designer, cette page-là qui contient telle et telle et telle, telle information». Voilà. Alors passe, voilà la fin de ma démonstration sur RegBuilder. Je vais juste changer, voilà, donc pour résumer, si vous voulez un petit peu, RegBuilder, au niveau de l'organisation de RegBuilder, donc on a ce système d'information, qui contient, une ou plusieurs applications. Ici, mon exemple, application mobile, application web, par exemple. Chaque application ont des fonctionnalités, des cas d'utilisation, différentes exigences, des pages, des formulaires, des tableaux qui sont liés donc à un modèle, à une modélisation des données qui fait partie du système d'information. Le glossaire et les acteurs font aussi partie du système d'information, sont partagés par tous et donc par ce biais-là, on peut mesurer en fait l'impact d'un changement, par exemple sur un modèle de données, dans l'ensemble des applications, d'un point de vue, toujours, bien sûr, fonctionnel. Alors voilà, donc ça a été assez rapide, ce webinaire en 1 heure, essayer de définir, 9 pièges et erreurs qu'on peut éviter lorsqu'on réalise des spécifications fonctionnelles, une démonstration de RegBuilder qui est notre outil aujourd'hui pour gérer ces spécifications fonctionnelles. Donc, là, on peut essayer de regarder s'il y a, des questions, dans le chat. Alors je vais juste consulter le chat pour voir entre temps s'il y a eu quelques questions. Même si vous avez besoin, aussi d'une démonstration un peu plus, avancée de RegBuilder, prendre un peu plus de temps, vous expliquer RegBuilder, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec nous. On aura les informations pour nous contacter, pour avoir une démonstration un peu plus personnalisée, de ce que peut faire, RegBuilder qui est, voilà, un produit qu'on développe, constamment. Il y a beaucoup de choses qui sont encore prévues, pour améliorer encore et être plus efficaces dans la réalisation de spécifications fonctionnelles. Alors première question, alors comment est géré le versionning et la visualisation des modifications? Effectivement, alors je vais peut-être juste effectivement, heu, vous remontrer ça rapidement. Donc ici effectivement on a, ici des versions. C'est-à-dire qu'on peut créer en fait une nouvelle version d'une spécification fonctionnelle. Je vais simplement donner un nom en fait à cette version-là et rappeler le besoin. Généralement on peut aussi avoir, un lien vers, un système de ticket en fait, qui est parce que c'est une demande en fait du client. Par exemple, il a créé un ticket juste pour faire le suivi et alors je vais vous montrer par exemple sur la version 1, ici. Donc ici sur ma version 1, je vais avoir ici tous les changements que j'ai, réalisés. Alors ici, c'est la version 1, donc j'ai fait beaucoup de changements, mais on va voir en fait tout ce qui a été alors ici, beaucoup de choses qui sont ajoutées. Attendez, je vais juste passer peut-être à notre organisation, bougez pas. Heu, voilà, donc je vais vous créer une nouvelle version. Donc ici, là, j'ai créé, hop, une nouvelle version. J'ai créé un modèle de données,
je vais appeler client. Je vais générer le terme de glossaire. J'ai ma session qui a expiré, d'accord. Je construis en live un petit modèle, sans prétention. Voilà, tout simplement. C'est juste pour vous illustrer le changement. Donc ici, j'ai voilà mon nouveau modèle de données et mon nouveau terme associé qui ont été à l'instant créés. Je vais ici remplacer ma version. Donc voilà, j'ai bien ajouté ces 2 éléments. Je l'intègre donc ce qu'on appelle la version principale. Voilà, et pourquoi je fais ça? C'est pour vous créer une version 2 pour vous montrer une différence. Hop, voilà. Donc j'ai ma version 2, je vais retourner sur la modélisation ici, je vais simplement, ajouter, un nom par exemple. Voilà, et je vais retourner ici dans historique, des changements, et on voit ici que le modèle client a bien été modifié, que j'ai modifié un attribut, donc qui n'existait pas avant, le nom. Bien sûr, si j'avais eu, par exemple, un changement de nom d'attribut, j'aurais vu la valeur précédente et la nouvelle valeur en fait de mon attribut, et tous les éléments que je vais, à partir de ce moment-là, ajouter seront vus comme changement en fait, dans ma spécification. Donc je peux valider ces changements-là. Cette version-là devient la version principale que je suis en train de recharger, et je vais vous montrer maintenant l'historique. Donc si je suis ici, je vois l'historique des changements. Donc on voit ici entre ma version 1, donc ici j'avais dans la version 1 rajouté client et le terme qui est associé. Dans la version 2, je vois donc le changement d'attribut. Et donc ici, je peux me balader dans tous les changements de toutes les versions que j'ai créées. Oui, alors sur les mises à jour de qui a fait quoi, donc comme je vais le remontrer ici. Ici, on voit bien en fait, ici c'est la liste des dernières modifications. Donc on voit, bah, qui a fait la modification, à quel moment il a fait la modification de chaque élément individuellement. Toutes les modifications effectivement sont tracées. Alors encore le temps de prendre une question, si quelqu'un a une question. Question, sur le fil du rasoir, sur la validation par le client. Alors il n'y a pas de validation client, au sens, dont on entend, validation client à travers l'outil. Ce qui est fait, c'est que vous avez quand même un livrable. Alors je vais peut-être juste, en 2 minutes, vous montrer, ici vous pouvez donc télécharger donc un document avec un document PDF, avec, de spécifications avec toutes les dépendances. C'est un document qui est assez long, ou juste un cadrage fonctionnel où on va mettre certains éléments, hein. C'est toujours pareil, c'est pour donner une visibilité en fait différente, à certaines parties prenantes qui n'ont pas forcément besoin de détails. Et donc vous allez télécharger donc, ce document. Alors là, ça va, le générer, ça va me l'envoyer par email, donc qui va, comme on disait, hein, être clair, précis et concis. Je vais essayer de voir si je l'ai reçu pour vous le partager, heu et c'est ce document-là qu'il faudrait donner à votre client pour qu'il en fasse, la validation. Parce que valider des éléments unitairement n'a pas forcément de sens, c'est valider l'ensemble qui est cohérent, et l'idée de valider des versions aussi peut être cohérent. C'est qu'à chaque fin de version, vous pouvez régénérer en fait un, un document, à valider. On a pris le parti de ne pas faire de validation unitaire de chacun des éléments, parce que on s'est rendu compte en fait que ce n'était pas nécessaire de valider les éléments individuellement. C'est surtout le côté individuel qui est pas très intéressant. Alors j'ai reçu mon PDF. Alors, voilà le PDF, donc une table de matière assez claire avec toutes les exigences. Voilà, on va retrouver nos acteurs, la modélisation. Pour chaque modèle de données, on va retrouver donc, à chaque fois les attributs, les termes liés, le système de dépendance pour chaque élément. Voilà, on remet avec des liens bien sûr cliquables pour, accéder, aux différents éléments. Ici, c'est toute la partie modélisation, mais on va retrouver nos cas d'utilisation. Je vais juste, voilà, ici, on va retrouver, nos cas d'utilisation qui sont définis, toujours avec des choses qui sont cliquables, bien entendu. Voilà. Comme on l'a dit, clair, concis, voilà, il y a de la couleur, il y a des choses, voilà, qui nous permettent de lire plus facilement, en fait, le document, identifier facilement
les, heu, les informations, ne rien oublier surtout et puis, ben, que ça reste quelque chose qui est généré à partir du logiciel, et donc, ben, on a 100 on va dire des choses qui sont dans RegBuilder qui sont générées, et c'est pas un document donc, à maintenir. Alors, il y en a quand même 52 pages dans le document, c'est vraiment une petite démonstration de pas beaucoup de choses, donc ça fait quand même beaucoup de pages. Mais en même temps, voilà, un résultat qui est généré. C'est pas des pages que vous avez dû écrire à la main ou que vous devez maintenir vous, à la main. C'est le logiciel qui maintient tout ça. Mais bien entendu, quand on fait des spécifications, il y a toujours un livrable, pour le coup, à donner effectivement à vos clients ou en interne, et c'est ce livrable-là qu'on va demander à valider. Eh bien, je vous remercie encore une fois de votre participation. J'espère que ce webinaire et cette démonstration de RegBuilder vous a plu. Donc n'hésitez pas à nous contacter si, vous souhaitez une démonstration, ou plus d'informations sur tout ça. Voilà, je vais me permettre de, vous dire au revoir et terminer ce webinaire et bien entendu, il y aura un replay qui sera disponible, pour revoir tout ça à tête reposée. Encore une fois, merci et bonne fin de journée pour certains d'entre vous qui sont en France ou en Europe, en tout cas.